Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et à tous. Le temps est venu ce soir de franchir les portes du sanctuaire où tout a commencé. C'est l'histoire secrète des civilisations, la genèse de l'humanité avec Bleuette Diot, qui est historienne, chercheuse indépendante, conférencière et auteure de plusieurs ouvrages. Elle est fondatrice de l'association Horus. Elle s'est associée au compositeur et réalisateur Jean-Raymond Binet dans le but d'adapter, l'essai de l'historienne d'elle-même sous la forme d'un document de 90 minutes environ. C'est un film qui sortira prochainement sous le titre Le Tertre sacré. On va l'accueillir par téléphone. Bonsoir Bleuette Diot. Bonsoir Joël. Bon, je suis très contente de vous avoir avec nous. Vous avez publié un essai, la partie numéro 1, qui s'appelle donc Histoire secrète des civilisations. Oui, genèse. Alors, donc, Histoire secrète des civilisations, c'est une collection, on va dire, une collection de tout ce qui peut toucher le mystère, l'archéologie interdite, etc. Et disons que la genèse de l'humanité va se développer en 3 volets. Donc, c'est l'émergence de l'homme qui est le premier volet. Et là, dans quelques jours, début mars, va sortir donc la suite, le 2e volet, qui s'intitule Les dieux civilisateurs. Alors, on va aborder le premier livre. Oui. Alors, vous dites que, personnellement, à la manière d'un équilibriste, vous avez choisi de travailler sans filet. Le jour où vous avez décidé de tout remettre en cause, de balayer tout ce que vous aviez appris pour regarder notre lointain passé d'un œil neuf. Oui, exactement. C'est-à-dire que, quand on suit un cursus universitaire classique, il est certain qu'on va apprendre et on va développer, une façon de voir l'histoire qui va devenir, qui est complètement différente de l'histoire que je développe maintenant. Voilà, c'est-à-dire que donc pourquoi je dis que je travaille sans filet, parce que c'est vrai que maintenant, à l'heure actuelle, quand on parle d'archéologie interdite, quand on parle on parle presque de pseudo-science. Et pourtant, pour moi, c'est complètement faux. C'est-à-dire, c'est une autre approche de l'histoire. C'est-à-dire, ce n'est pas l'histoire telle qu'on nous l'a appris à l'université, qu'on nous l'apprend aussi au lycée, etc. C'est vraiment l'histoire revisitée complètement. C'est l'histoire vue par un œil neuf, c'est-à-dire une autre approche complètement différente et qui n'est malheureusement pas tellement admise officiellement. En règle générale, aussi bien par l'académie que par les universités. Elle est rejetée souvent, très très souvent, mais pas toujours, puisque j'ai eu la chance quand même de rencontrer donc un docteur en biologie moléculaire, c'est-à-dire un généticien, si vous voulez, qui lui-même aussi, pareil, a voulu voir les choses sous cet angle-là, et qui a préfacé donc donc la genèse de l'humanité, qui a préfacé donc mes livres, et justement, lui aussi part du même principe, celui que nous allons voir ce soir, que l'homme pourrait être un OGM, c'est-à-dire que c'est pas du tout on va dire c'est pas tout à fait dogmatique, on va dire, mais bon, voilà, c'est une autre approche de l'histoire. Oui, alors vous remontez quand même, vous nous rappelez un peu nos origines, Voilà, oui, moi, c'est ça, surtout, pourquoi j'appelais la genèse de l'humanité, parce que justement, je voudrais revoir nos origines, c'est-à-dire que je pense que ce passé oublié est peut-être beaucoup plus complexe que ce qu'on peut le supposer à l'heure actuelle. Et justement, j'essaye, à travers des essais, c'est-à-dire une façon hypothétique de voir les choses, à ma façon, c'est-à-dire de voir, avec un œil complètement neuf, une façon de voir les origines de l'homme, c'est-à-dire nous. Pourquoi Homo sapiens, par exemple, est le seul hominidé à avoir survécu,
Pourquoi tous les autres se sont éteints, même Néandertal, qui était contemporain d'Homo sapiens. Pourquoi il s'est éteint, pas nous? Voilà, donc il y avait plein de choses qu'il fallait revoir, et même des théories qui ont été très très longtemps admises, mais qui sont peut-être plus du tout d'actualité. Voilà, donc il y a plein de choses qu'il faut revoir. Je pense que l'histoire est vraiment à réécrire. Et bon, maintenant, je pense que je suis pas la seule à le faire, puisqu'il y a déjà eu des pionniers qui ont parlé de cette théorie qu'on appelle théorie néo-évémériste ou théorie des anciens astronautes. Mais cette théorie, vue par les pionniers, était très intéressante. C'est vrai que mais je pense qu'il fallait l'approfondir, qu'il fallait surtout essayer de lui donner peut-être un cachet peut-être un peu plus scientifique, et essayer peut-être de creuser un petit peu plus profondément pour arriver à lui redonner, je dirais pas ses lettres de noblesse, parce que ce serait vraiment me vanter, c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est simplement peut-être lui donner un cachet peut-être plus scientifique, simplement peut-être pour essayer de mieux comprendre cette théorie à travers peut-être des trouvailles archéologiques, à travers les mythes, à travers les textes fondateurs. Il y a tout un tas de pistes à creuser pour pouvoir arriver à donner un petit peu à cette théorie quelque chose de plus solide, on va dire des fondements plus solides que ce qu'ils en avaient jusque-là. Oui, des clés un peu plus neuves. Alors, les premiers hommes émergent en Afrique il y a 7 millions d'années, c'est ça? Oui. Cependant, les premiers représentants du genre humain n'apparaissent vraiment qu'il y a 2,4 millions d'années. L'Homo sapiens seulement depuis 300 000 ans. 300 000 ans, oui. 40 000 ans seulement pour l'homme moderne tel qu'on est nous. Le Néandertal dont vous parliez tout à l'heure a disparu alors qu'il a vécu quand même pendant 120 000 années. Voilà, il a disparu il y a 33 000 ans, exactement. Voilà, vous vous posez la question, pourquoi sommes-nous encore là? Et puis ce que vous dites aussi, qu'avait-il de différent avec nous? Je crois que c'est une histoire de cerveau. Tout le monde je pense qu'on a un cerveau plus développé que nos ancêtres, et ce n'est pas le cas. Exactement. Alors là, oui, ça va très très vite quand on développe tout ça. Alors voilà, pour expliquer brièvement les choses, parce que c'est assez complexe et je le développe longuement dans mon livre, L'émergence de l'homme. C'est vrai que donc l'homme va apparaître il y a environ attendons-nous, disons tout ce qui va donner accès à l'homme, c'est-à-dire les homininés exactement, vont apparaître il y a 7 millions d'années, donc en Afrique, saharienne. Et puis donc au fur et à mesure, l'homme va évoluer. Donc, quand il évolue, on appelle ça, quand le crâne évolue, quand il grossit, on appelle ça l'encéphalisation. Et c'est vrai que quand on part de ceux qui vont être nos ancêtres, on va dire, les plus lointains, avec les ardipithèques et les australopithèques, par exemple, on va avoir donc un encéphale d'environ 400 cm3, en gros. C'est à peu près la grosseur du cerveau des singes actuels, des grands singes africains actuels. Et puis petit à petit, donc on va évoluer, comme je disais, donc on va passer par exemple Homo erectus qui va arriver à 1000 cm3, etc. Donc petit à petit, ça se fait comme ça, et on va arriver comme ça jusqu'à Néandertal et Homo sapiens, qui va arriver aux alentours de moins 40 000, moins 50 000 ans à peu près. Et c'est vrai que là, pour Néandertal et Homo sapiens, on va arriver à un encéphale d'environ 1650 à 1700 cm3. Alors évidemment, c'est le pic le plus gros qu'on ait connu, donc c'est vraiment l'encéphalisation maximum. Et donc on s'imagine souvent que plus le cerveau est gros, plus le crâne est volumineux et plus on est intelligent. Et on s'imagine comme ça, je sais pas, par exemple des extraterrestres avec des cerveaux énormes, etc. Et pourtant, c'est ce que je dis, pourtant ça ne correspond pas à la réalité, puisqu'il y a eu des études qui ont été menées, et on a comparé ce qu'on appelle les endocrânes, c'est-à-dire l'intérieur du crâne, où on a encore le plissé du cerveau qui est imprimé dans cet endocrâne, et on a, je sais pas, sur une quinzaine d'endocrânes à peu près d'Homo sapiens il y a 33 000 ans, en gros.
On a comparé donc cet endocrâne avec ces gens-là et le nôtre, c'est-à-dire vraiment les endocrânes d'Homo sapiens de maintenant, c'est-à-dire nous. Et on s'est rendu compte bien, que notre cerveau est de 20% plus petit que celui de nos ancêtres de l'âge de pierre, c'est-à-dire d'il y a moins de 33 000 ans. Donc, notre cerveau n'a pas continué de grossir. L'encéphalisation a fait d'un seul coup un bond inverse, c'est-à-dire c'est l'effet inverse qui s'est produit à un moment donné, et au lieu de continuer à évoluer et à grossir, il est devenu un petit peu plus petit, et au lieu d'être ce qu'on appelait des dolichocrânes, c'est-à-dire des crânes volumineux et longs, on est devenu ce qu'on appelle des brachycrânes, c'est-à-dire des petits crânes ronds de 1400, en gros 1400-1450 cm3, alors qu'il était à 1650-1700 cm3. Donc voilà, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi depuis que l'homme est apparu sur Terre, l'homme sous sa forme la plus archaïque possible, pourquoi l'encéphalisation a toujours progressé et qu'à un moment donné, ça a été l'inverse, l'effet inverse s'est produit et le cerveau est devenu plus petit. C'est-à-dire, donc, voilà, à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement répondre à cette question. Non. Une chose est sûre, notre cerveau, la boîte crânienne a diminué, donc le cerveau a dû s'adapter. Et grâce à ça, nous avons fait un bond prodigieux à un moment donné au néolithique, c'est-à-dire il y a environ moins 10 000, moins 12 000 ans, en gros, au Proche-Orient ancien. Et à partir du moment où nous sommes devenus brachycrânes, c'est-à-dire un petit crâne, donc de 1400 en gros centimètres cubes, eh bien c'est là que nous allons commencer à faire ce que nous avons appelé la révolution néolithique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est devenus des agriculteurs, des sédentaires, on a commencé à domestiquer le bétail, c'est-à-dire que nous allons avoir une approche complètement différente de notre façon de vivre, c'est-à-dire qu'au niveau de la société, on est devenu complètement différent. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout eu la même façon de penser. On est resté très 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 longtemps des nomades, des chasseurs-cueilleurs. Voilà, et puis à un moment donné, tout a basculé et au même moment, donc notre cerveau est devenu un peu plus petit. Alors, il y a un moment où il y a eu les deux, là, les gros cerveaux et les petits cerveaux, puisque vous dites dans votre livre qu'il y a eu une migration à un moment qui a donné des sortes d'hybrides et qu'on a encore des traces de leurs gènes qui subsistent dans notre ADN. Alors, je ne sais pas si c'est exactement ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, cette forme de révolution, ce changement, ce qu'on appelle le Big Bang du cerveau, exactement, ce changement s'est opéré, en gros, il y a moins 10 000, à peu près, moins 10 000 ans, moins 12 000 ans, en gros, au Proche-Orient ancien. Mais on a toujours, par exemple en Europe, des dolichocrânes à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que il va y avoir une migration, c'est-à-dire que tout ne s'est pas opéré en même moment. On part du Proche-Orient, puisque c'est là que va commencer ce changement, et c'est parce que ils vont partir, qu'ils vont migrer, ces gens-là, et qu'on aura plus tard un changement. De toute façon, la révolution néolithique ne s'est pas opérée au même moment au Proche-Orient qu'en Europe. Par exemple, nous, en Europe, il faudra compter moins 5000 ans, en gros, pour arriver à voir cette révolution. Donc, c'est pour ça que c'est venu avec la migration de ces chasseurs-cueilleurs, ces derniers chasseurs-cueilleurs, ces premiers sédentaires qui sont partis d'Anatolie, essentiellement, du croissant fertile, pour arriver en Europe, par exemple. Donc, c'est à ce moment-là qu'on sent que ce changement va se faire ensuite, progressivement, dans les gènes, c'est-à-dire que ces gens-là vont continuer à procréer, et c'est dans cette procréation que tout doucement, ce gène qui est parti très certainement du Proche-Orient, c'est-à-dire d'Anatolie, ce qu'on appelle le croissant fertile, va ensuite se propager à tout le reste de la population, et puis ce qui viendra mondial, puisque l'homme tel qu'il est aujourd'hui s'est propagé sur toute la surface de la Terre. Alors dites-moi, Bleuette Dio, pourquoi les Néandertaliens ne sont pas restés? Ils avaient un cerveau plus gros que nous. Pourquoi ils ne sont pas restés? Pourquoi il n'y en a plus? Alors, pourquoi Néandertal s'est éteint?
Oui. Alors là, il y a bien sûr que, pareil, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire à 100%, ben voilà, il s'est éteint parce que ceci ou cela. Il y a plusieurs courants de pensée qui s'affrontent, hein, de toute façon. Mais, chose est sûre, on sait que Néandertal va être assimilé par notre espèce. Parce que il y a eu un premier flot de migration vers 40 000 ans à peu près avant Jésus-Christ. Donc, il est parti toujours pareil aussi, hein, du Proche-Orient, du croissant fertile, et qui va commencer à envahir l'Europe, où était déjà installé Néandertal. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer l'extinction de l'homme de Néandertal. C'est peut-être que la raréfaction du gibier, par exemple, hein, donc ça peut être une des causes. Mais il est certain, et ça beaucoup le pensent, beaucoup de paléontologues le pensent, c'est qu'il a été assimilé par notre espèce. Pourquoi ? Parce qu'il n'a peut-être pas su s'adapter. Il n'a pas su s'adapter parce qu'il avait... Il lui manquait la sociabilité, la créativité, l'art, la musique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas su... Et les réseaux sociaux. Voilà, confectionner par exemple ce qu'on pourrait appeler des réseaux sociaux, hein, entre guillemets bien sûr, c'est-à-dire pouvoir s'adapter à ce nouveau monde. Ils restaient donc par petits groupes, ils étaient très... voilà, c'était des petits groupes qui se formaient, mais qui échangeaient peut-être un petit peu entre eux, mais pas du tout à la façon d'Homo sapiens, qui lui, au contraire, avait une sociabilité vraiment extraordinaire. Mais c'est ce que je me suis... beaucoup se sont posé la question. Pourquoi Homo sapiens était-il beaucoup plus sociable oui, on se pose la question. Que Néandertal. Pourquoi il a su, lui, développer ses réseaux sociaux, c'est-à-dire de pouvoir communiquer, par exemple, d'un clan à l'autre. Et pourquoi Néandertal, lui, n'y est pas arrivé ? La raison principale, c'est très certainement lié à la parole, au langage. Au langage et à l'écriture. Alors l'écriture qui viendra beaucoup plus tard, hein, qui viendra bien plus tard. Il y aura bien sûr une forme de ce qu'on pourrait appeler une proto-écriture, c'est-à-dire symbolique, mais là, à ce moment-là, ce qui va faire toute la différence, c'est le langage parlé. Parce que le langage parlé va pouvoir permettre quand même de communiquer. Hein. Donc ça sert à ça, le langage, hein, de pouvoir communiquer. Mais Néandertal parlait très certainement. Hein. Il avait le moyen de parler. Hein. Il grognait. Bon, oui, même, je pense qu'il parlait, c'est-à-dire qu'il avait des mots. Mais maintenant, je pense que la grosse différence, c'est qu'il avait les mots basiques pour dire l'essentiel, mais Homo sapiens, lui, va développer un langage articulé beaucoup plus sophistiqué et qui va avoir un langage plus, on va dire, abstrait. C'est-à-dire qu'il va avoir le moyen de parler de choses qu'on ne voit pas forcément, qu'on n'est pas capable de décrire. La tristesse, la mort, tout ce qui est abstrait. Donc il va peut-être pouvoir arriver à communiquer de façon beaucoup plus subtile. Mais voilà, maintenant, l'important, c'est de comprendre pourquoi ce langage parlé s'est tellement développé chez Homo sapiens et ne s'est pas développé chez Néandertal. Alors à l'heure actuelle, on a décodé le génome humain et même le génome de Néandertal. Donc on sait maintenant les raisons génétiques de cette différence, hein, bien sûr. Mais voilà, ce que j'amène dans mes livres, c'est vraiment d'arriver à montrer que nous sommes quand même des privilégiés. Nous avons continué notre développement, on va dire naturel, hein, mais il y a autre chose. Je pense que nous avons eu voire même plusieurs petits coups de pouce, c'est-à-dire un dessin intelligent, quelque part, qui a fait que ça a complètement changé la donne. Je pense qu'on a quelque part quelque chose, une main intelligente a donné un coup de pouce à Homo sapiens, justement pour qu'il puisse devenir l'être intelligent et complètement différent des autres espèces que nous sommes à l'heure actuelle. Et je pense que ce n'est pas simplement... Et on verra ça en deuxième partie d'émission. On va écouter la musique de votre film, Le Tertre Sacré. Ça dure 1 minute.
Voilà, soyez curieux, allez sur YouTube et tapez dans le moteur recherche le tertre sacré. Il y a la bande-annonce du film qui va sortir prochainement. Et il y a aussi des petits extraits, dont cette musique que vous venez d'entendre. Je vous rappelle que vous êtes sur l'antenne d'IDFM, que nous sommes avec Bleuette Dio, qui est historienne, et que nous parlons de la genèse de l'humanité. Donc, je reviens un peu, Bleuette, sur ce que vous disiez. Donc, non seulement le langage est arrivé après les néandertaliens chez les sapiens, mais pas que le langage. Il y a eu cette écriture cunéiforme, dont on se demande d'où elle vient. Et vous pensez qu'elle a été plutôt apprise, et on se demande de qui? Alors oui, alors donc là, le langage parlé, bon ça c'est une chose, ça c'est donc le changement s'est très certainement opéré à peu près aux alentours de moins 40 000 ans avant Jésus-Christ, hein, donc par contre, l'écriture cunéiforme, elle arrive beaucoup plus tard, puisqu'elle va arriver avec la civilisation sumérienne, qui est la première civilisation officielle. Donc, elle arrivera beaucoup plus tard, aux alentours de 3500, avant Jésus-Christ, hein, toujours, hein, bien sûr. Hein, donc. Mais elle va arriver on va dire d'un seul élan, parce que bon, c'est vrai que elle va naître de ce qu'on appelle les plusieurs proto-écritures, hein, puisque moi je tiens à cette chose, c'est-à-dire que l'écriture sumérienne, l'écriture cunéiforme n'est pas arrivée comme ça par miracle, hein, non plus. Hein. Donc on a déjà tout un tas de symboles, tout un tas de proto-écritures qui vont donner plus ou moins naissance à cette écriture cunéiforme. Mais il y a un historien qui s'appelle Jean-Jacques Glasner, qui est vraiment un grand spécialiste de la Mésopotamie et de l'écriture sumérienne, de l'écriture cunéiforme, acadienne, etc. Et qui a dit, à un moment donné, quand il a vraiment étudié cette écriture, il a dit, mais cette écriture est née d'un seul élan. C'est-à-dire pour lui, elle ne va pas naître comme ça avec des brouillons, c'est-à-dire petit à petit. C'est vrai que cette écriture il va y avoir des changements. Hein. Elle va bien sûr, il y aura des changements tout au long du temps qu'elle existera, hein, ensuite elle va disparaître complètement. Mais elle va naître malgré tout, pratiquement avec tous ses tenants et tous ses aboutissants. C'est-à-dire que vraiment, elle va arriver comme ça d'un seul élan. Mais la première question qu'on va se poser, c'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de prototype avant cette écriture, elle est née spontanément. Ça paraît difficile, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été acquise tout doucement, mais qu'elle a été apprise. Voilà l'impression que ça donne, c'est-à-dire qu'elle a été apprise. C'est toujours pareil, apprise de qui? Donc, parce que si c'est la toute première écriture, voilà, donc on peut se poser la question, est-ce que quelqu'un... on a la réponse parce que d'après les mythes mésopotamiens, il y aurait eu des visiteurs venus de l'espace qui leur auraient inculqué la science et le progrès, qui leur auraient appris aussi l'écriture, un peu les mathématiques, l'astrologie, ces fameux Anunnaki, c'est dans les textes. Exactement. Les textes fondateurs, alors après, on en pense ce qu'on veut, mais les textes, surtout les textes mésopotamiens, et il y en a beaucoup d'autres, hein, puisqu'il y a beaucoup de civilisations qui parlent de Dieu venu des étoiles, hein, venu du ciel. Les hindous. Et les Mésopotamiens ne se sont jamais, et les Sumériens en particulier, ne se sont jamais vantés d'avoir appris tout ça. C'est-à-dire que il va y avoir énormément d'innovations qui vont se produire à ce moment-là, pendant la civilisation sumérienne, et elles vont arriver pratiquement en chaîne, c'est-à-dire sur une partie du monde toute petite et dans un laps de temps très court. Mais eux-mêmes, dans les textes, ne disent jamais, c'est nous qui avons inventé. Ils disent tout le temps, ce sont des dieux, les grands dieux Anunnaki, qui sont arrivés du ciel, qui sont arrivés d'une autre planète, puisque Anunnaki, ça veut dire ceux qui sont tombés du ciel. Hein. Ce sont eux, ces grands dieux, qui leur ont apporté l'écriture, qui leur ont apporté le savoir, qui leur ont apporté plein de choses. Voilà, tout ce qu'ils ont découvert, normalement, d'après eux, ce sont eux qui l'ont amené, qui ont donné la connaissance à l'homme. Et non pas eux qui ont découvert toutes ces découvertes en chaîne, les mathématiques, toutes
pas, les dérivés du pétrole, puisque beaucoup de gens sont un peu étonnés en apprenant que... Ils se servaient du pétrole, oui. Oui, les Sumériens avaient par exemple 9 mots différents pour décrire les dérivés du pétrole, par exemple. Hein. Donc c'est vrai que de la nafte à la poix, etc. Voilà, il y avait plein de choses comme ça. Bien sûr, tout le monde connaît un peu la fameuse pile de Bagdad, qui pourrait être l'ancêtre de la pile électrique. Voilà, donc bien sûr, mais le plus incroyable, ce sont les mathématiques. Par exemple, quand on parle du théorème de Pythagore, on a l'impression que les Grecs, et notamment Pythagore, a découvert vraiment les grandes bases des mathématiques, etc. Mais pourtant, maintenant on a retrouvé énormément de tablettes mathématiques qui datent donc de cette époque de la Mésopotamie. Et on se rend compte bien que, par exemple, ce théorème, c'est pas Pythagore qui l'a inventé, mais ce sont les Grecs qui ont récupéré, puisqu'ils avaient beaucoup de contacts avec la Babylonie, ils ont énormément récupéré de bagages culturels qui appartenaient à la Mésopotamie, par exemple. Oui, puis l'astrologie aussi, ils connaissaient déjà tout l'emplacement des étoiles. Alors, ce qui vous permet dans votre livre de faire une synthèse, on pense en général... quand on est à l'école, qu'on a d'abord eu l'agriculture qui a fait qu'on s'est sédentarisé, et qu'ensuite on aurait eu la religion, les temples et la ville, et vous mettez devant, ça serait plutôt la religion, c'est-à-dire plutôt les dieux, on peut dire, les temples. Ça, c'est la grande découverte récente. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas moi simplement qui le dis. Hein. C'est vrai que Klaus Schmidt, qui est donc le grand découvreur, on va dire, avec Hopman, qui ont été les deux grands découvreurs du temple de Göbekli Tepe en Anatolie, c'est vrai que le disent aussi. Hein. Pour nous, maintenant, c'est une évidence. Mais c'est vrai que nous connaissions, avant de découvrir Göbekli Tepe est le premier temple de l'humanité. Alors, connu à l'heure actuelle. Faut en parler un peu de Göbekli Tepe, là, qui est dur à dire. Parce que c'est votre film qui n'a pas été tiré là-bas, enfin, qui n'a pas été filmé là-bas, parce que il y a des problèmes. Donc, bien sûr, je vais en parler. Oui. Mais pour répondre déjà à votre question, c'est vrai que quand on a découvert Göbekli Tepe, on a redécouvert pratiquement le néolithique parce qu'on était complètement dans l'erreur. On s'imagine longtemps, on apprenait dans les livres que on est devenus des agriculteurs. D'abord, on s'est sédentarisé, et puis au moment où on a eu une sorte de sécurité, qu'on n'avait plus besoin de rechercher continuellement notre nourriture, on a fini par devenir religieux, c'est-à-dire qu'on s'est tourné vers le spirituel et on a commencé à construire des temples et des villes. Mais quand on a découvert, et ça on en était persuadé, c'était un schéma vraiment intouchable, pratiquement. Et puis un beau jour, on est tombé sur Göbekli Tepe, on a découvert le premier temple de l'humanité. Ce premier temple, il date de moins 12 000 ans. Dites où il est situé quand même. Il est situé en Anatolie, vers la frontière syrienne. Donc, juste là où ça fait. Il est vraiment dans le sud-est de la Turquie. C'est pas bon d'y aller en ce moment. La ville de Sanliurfa, qui est l'ancienne Édesse du Moyen-Âge. Et donc, quand on a découvert ce temple, on s'est rendu compte que le religieux, c'est-à-dire cette terre sacrée, c'est un sanctuaire, c'est un temple, mais que quand les bâtisseurs ont construit Göbekli Tepe, disons qu'on était encore loin d'être sédentaire, on était encore loin d'avoir inventé l'agriculture. Donc il a fallu reformuler complètement ce schéma qui était complètement faux. C'est-à-dire que vraiment, c'est la spiritualité, c'est vraiment les dieux, ce sont les temples et la spiritualité qui ont générer cet essor humain pour nous amener à la sédentarité et à l'agriculture. Ce n'est pas l'inverse. Et ça a vraiment été... ça a bousculé complètement nos acquis, totalement. Oui. Alors, ils amènent à l'agriculture, mais en plus, c'est bizarre, il y a que juste à cet endroit-là qu'il y a un blé, un ancêtre, un blé. Alors voilà, c'est ce qui est dit un petit peu dans le film, dont on va essayer de parler un petit peu aussi, et dont j'en parlais essentiellement donc, de ce blé, de l'agriculture, de la naissance de l'agriculture. J'en parle beaucoup dans la suite, donc les dieux civilisateurs, là, qui va sortir début mars. Là. Voilà, c'est-à-dire se dire que le blé va être l'aliment central de l'humanité, c'est-à-dire qu'il va pousser sous toutes les latitudes. C'est une plante
va être adaptable à tous les climats. Mais sa particularité aussi, c'est qu'elle va naître, c'est-à-dire les steppes herbacées qui vont donner l'engrain, qui vont donner les premiers, les premiers grains archaïques du blé, ne vont pas pousser n'importe où, vont apparaître à un endroit particulier. C'est bien en Anatolie. C'est là où Göbekli Tepe est né. C'est-à-dire que le blé est né au même endroit que ce premier temple que moi j'appelle l'omphalos, c'est-à-dire l'omphalos des Grecs, c'est-à-dire le tertre sacré, c'est-à-dire la chambre de création dont parlent les Sumériens. C'est-à-dire, voilà, c'est le premier temple, c'est là où, pour les Sumériens, les dieux vont venir des étoiles pour apporter l'enseignement à l'homme. Et c'est à cet endroit que le blé va apparaître et l'agriculture va apparaître. L'agriculture ensuite, et le blé va être modifié, génétiquement modifié par l'homme, et il va s'adapter ensuite à tous les climats, parce que l'homme, quand il va bouger, il va amener ses graines, mais le blé lui-même, ces steppes herbacées, on va les trouver là, en Anatolie, et pas en Amérique ou ailleurs, voilà. Et ça, c'est encore écrit dans les textes Alors, c'est écrit dans les textes, oui, puisque le blé, tout ça, on a par exemple des textes qui s'appellent le mythe du bétail et du grain, qui parle beaucoup de ça, évidemment. Qui affirme qu'avant les Anunnaki, l'humanité ne connaissait ni l'élevage, ni l'agriculture, mais que du haut de leur tertre sacré, les dieux allaient fournir aux hommes les moyens de révolutionner leur existence. Mais où peut bien se situer ce tertre sacré ? Voilà, Bleuette Dio. C'est ce qui est dit donc dans le film et dans mon livre, bien sûr. C'est-à-dire se dire, mais ce tertre sacré, où est-ce qu'il est ? Puisque les Sumériens parlent de cet endroit comme d'un tertre sacré, comme de la chambre de création. Comme la colline. Ils en parlent comme de l'endroit où les dieux sont venus apporter l'enseignement aux hommes. Et se dire, mais où est-ce qu'il est ? Et même Klaus Schmitt, dans son livre Le Premier Temple, amène aussi cette interrogation, se dire, mais voilà, les Sumériens parlent de cet endroit, mais est-ce que cet endroit ne pourrait pas être justement Göbekli Tepe, puisque Göbekli Tepe, ça veut dire, c'est la colline au nombril. C'est vraiment un tertre, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous en archéologie, on appelle ça un tel, c'est-à-dire ce sont des collines artificielles, c'est-à-dire qu'elles ont été construites par l'homme, ne sont pas naturelles, et c'est vraiment le tel, l'endroit de ce qu'on appelle le tertre sacré dans les textes fondateurs, c'est pour moi cet endroit particulier, puisqu'on va retrouver ce premier temple, et que ce premier temple se situe sur une colline qui s'appelle aussi, comme pour l'omphalos des Grecs, qui est le nombril du monde, et bien là, c'est le nombril du monde, c'est le nombril, la colline du nombril, voilà, en turc, ça veut dire ça, Göbekli Tepe. Alors ça a été fouillé en 1995, ils ont trouvé 6 énormes structures de pierre circulaires découvertes. C'est une découverte très surprenante puisque l'humanité n'en était encore qu'à l'âge de pierre, Exactement. C'est-à-dire que quand Göbekli Tepe va être bâti, l'humanité, elle en est encore ce qu'on appelle pratiquement au Natuphien. C'est-à-dire c'est une période du néolithique où on est vraiment, on est loin d'avoir, on n'est pas encore sédentaire, on n'est pas agriculteur, on ne sait pas encore faire une brique, on ne sait même pas faire une poterie, on est vraiment, on sait tailler des petites choses, des petites perles, mais il faut s'imaginer que cette période où l'homme est encore un chasseur-cueilleur, il est toujours nomade, il est toujours pas sédentaire, va réussir à faire un chantier d'envergure, et c'est-à-dire amener pratiquement à peu près 500 personnes sur ce chantier pour pouvoir dresser des pierres, piliers, des rocs, des monolithes qui font faire jusqu'à 16-20 tonnes. Donc voilà, avec des moyens plus que rudimentaires. Alors on va vous dire, oui, mais ils traînent avec des cordes et tout ça. Mais traîner des cordes, les cordes de maintenant sont solides, elles sont élastiques. Mais à cette époque-là, une corde, elle est tressée avec du chanvre, des choses comme ça. Donc voilà, il faut s'imaginer qu'on n'a même pas les moyens techniques de faire ça. Non seulement ça, mais il faut, pour faire un chantier d'une telle envergure, il faut se projeter dans l'avenir. Il faut pouvoir arriver à ensuite avoir des équipes qui s'entendent bien, qui se comprennent et tout ça. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on n'a que des petits clans de chasseurs-cueilleurs qui n'avaient peut-être même pas tout à fait le même langage les uns avec les autres pour pouvoir se comprendre. Et ensuite, sur place, il faut savoir qu'autour de
Göbekli Tepe, il n'y a même pas d'eau potable. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Bon, je vais pas évoquer, je peux pas évoquer ce soir, j'ai pas faute de temps, toutes les choses qui sont pratiquement incohérentes par rapport à la construction de ce chantier. Et c'est quoi? C'était un temple, puisqu'on retrouve des ossements en dessous, hein? Alors, c'est un temple, c'est un sanctuaire funéraire, mais pas que. Parce que ce temple a ça de particulier, c'est qu'il est multifonction. C'est-à-dire que on a un temple, donc un sanctuaire funéraire, mais on a aussi un observatoire astrologique, comme Stonehenge. On a un observatoire pour étudier les étoiles, étudier les phénomènes astraux, etc. Et en plus de ça, je pense, et je suis même quasiment convaincue, que Göbekli Tepe est aussi un temple de procréation, parce qu'il y a énormément de grosses dames, on va dire de signes, de sculptures qui représentent à la fois la sexualité, la procréation et même l'enfantement. On a un pilier où on voit l'enfant qui sort du ventre de sa mère. On a une parturiente, c'est-à-dire une femme avec les jambes écartées qui est peut-être manifestement en train d'accoucher ou qui a un rapport avec la sexualité. On a ce qu'on appelle des phallois, c'est-à-dire phallus au pluriel, c'est-à-dire vraiment des sculptures de pénis érigés, etc. Voilà, on sent que nous avons, et on a même une petite statuette qu'avait découverte Haussmann qui semble être la petite statue d'un fœtus. Donc donc je pense que et tout ça, ça avait été recouvert, ça avait été caché. Exactement, oui. Ce temple a été enfoui volontairement. En moins 8000, donc avant Jésus-Christ. Donc là, à la fin de mon deuxième livre, Les Dieux civilisateurs, je parle longuement de cet enfouissement volontaire. D'abord, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais est-ce qu'on est sûr qu'il a été enfoui volontairement? Alors oui, on en est sûr. Ce n'est absolument pas naturel parce que on n'a pas que de la terre déjà. Donc on a des mètres cubes on a environ 500 mètres cubes de gravats, de terre, d'ossements mélangés, il y a un mélange assez homogène de tout un tas de matériaux différents. Oui, puis il est déjà à 760 mètres d'altitude, donc il n'était pas, c'est d'ailleurs assez haut. Mais voilà, se dire que pourquoi je me pose la question de se dire pourquoi ces gens se sont donné tant de mal, parce que il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, des spécialistes qui vont dire une fois, à un moment donné, quand on est passé du nomadisme donc à la sédentarité, à un moment donné, en moins 8000, on n'avait plus besoin de ça, c'est-à-dire les grands dieux du passé étaient devenus obsolètes, on n'avait plus besoin d'eux, ils ont perdu de leur influence, et puis ça les intéressait plus. Bon, alors quand ça vous intéresse plus, un peu la lassitude, le désintérêt, est-ce que ça donne assez de motivation pour entreprendre des années et des années à pelleter 500... il faut dire que ça fait environ 800 tonnes de terre, de gravats, de tout ce qu'on veut, à charrier, à pelleter pour pouvoir enfuir un site, une excavation de cette taille. Donc, je pense que la motivation, elle est tout autre et qu'elle est très certainement... Mais ça, on le saura à la fin de votre deuxième livre. On va pas tout dévoiler. D'ailleurs, moi, je sais pas. Je le sais pas, c'est pas dans le premier. Par contre, ce que je sais, c'est que votre film, vous avez pas pu le tourner là-bas à cause des problèmes géopolitiques, on s'en doute. Et que vous l'avez filmé à Minorque, qui c'est premier millénaire avant Jésus-Christ, et il y a une ressemblance étonnante avec cette ville. Exactement. Alors, c'est-à-dire, oui, c'est vrai qu'au départ, quand on a voulu commencer à tourner le film avec mon associé, Jean-Raymond Binet, on s'était dit, on va aller à Göbekli Tepe et puis on va essayer de filmer tout ce qu'on va pouvoir là-bas. Et puis, on a demandé plusieurs fois. C'est vrai que l'ambassade nous a dit non, c'est trop dangereux. Ils ont reporté, il y a toujours ce problème de danger. On est vraiment à la frontière syrienne. Donc, il y a trop de danger pour pouvoir y aller sans risque. Donc, il n'y a aucun touriste qui y va? Il y a peut-être des touristes qui vont... après tout, c'est peut-être des touristes turcs. En Europe, ça m'étonnerait fort. Mais pourquoi pas? Moi, je peux pas vous l'assurer. Je veux dire simplement que nous, on n'est peut-être pas très courageux. Non, mais... On a osé y aller. On a préféré jouer la carte de la sécurité, on va dire. Mais donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Donc pour le besoin du film, on s'est dit, après tout, il y a des structures en Europe et notamment
à Minorque, c'est ce qu'on appelle les tolas de Minorque, qui sont des enceintes comme ça, qui ressemblent beaucoup donc aux enceintes de Göbekli Tepe. Donc on a ces deux piliers jumeaux avec une structure en T, c'est-à-dire qu'on a vraiment la sensation que c'est un T, c'est-à-dire on a un fût avec au-dessus une sorte de tête. Donc voilà, puisque ça représente ces piliers sont pas de vulgaires colonnes. Elles figurent, on va dire, des dieux. Pour certains, ce sont des ancêtres, mais moi, je pense que ce sont vraiment les dieux. Ce sont vraiment les dieux du passé qui sont représentés sous cette forme abstraite. Donc, on est allé à Minorque, comme ça, pour pouvoir filmer. Et puis, on l'a pas regretté, puisque c'est vrai qu'on a ramené de très, très belles images et que ces enceintes sont vraiment ressemblantes. Donc, on s'est vraiment posé la question de se dire, est-ce qu'il n'y a vraiment pas une continuité du savoir, quelque part, puisque il y a de nombreux millénaires qui séparent ces deux structures, et pourtant, on a des ressemblances assez frappantes. On va faire la deuxième pause, toujours très courte, de la musique de votre film. Heureuse production. IDFM 98 de la bande FM, c'est la dernière partie de cet Au-delà du miroir. Le Tertre sacré, c'est un film qui doit passer le 9 avril à Montpellier. Vous pouvez le retrouver, donc, ses musiques, et puis voir un peu d'images sur la chaîne YouTube en tapant Le Tertre sacré. C'est un film donc de Bleuette Dio et de Jean-Raymond Binet. Le film qui ouvre la porte du plus grand mystère qui soit celui de nos origines. On rappelle un peu ce qu'on vient de dire, les Homo sapiens. Est-ce que l'Homo sapiens est le seul représentant de toutes les espèces d'hominidés qui ne s'est pas éteint? Ça, on peut répondre oui. Pourquoi? On peut se poser la question, en quoi sommes-nous uniques par rapport à tous ceux qui nous ont précédés? On se pose la question aussi. Seul l'Homo sapiens a connu un changement aussi singulier au cours de son évolution. Les brusques progrès proviennent-ils de la sélection naturelle ou du hasard, des mutations génétiques, ou faut-il y voir le fruit d'une manipulation de notre génome humain? Aucun autre primate n'a jamais développé autant d'aptitudes cognitives. Et pourquoi vénérait-on le crâne humain au néolithique? Ça, c'est la question que je vais poser à Bleuette Dio dans cette dernière partie. Pourquoi on vénérait les crânes humains et puis des crânes qui étaient des crânes surmodelés aussi? Voilà, oui, alors ça, c'est une vaste question. C'est un petit peu difficile de répondre ça en quelques minutes comme ça. Donc, il est vrai qu'au néolithique, il y avait, surtout dans tout le croissant fertile, mais ça va même se développer en Europe après et tout ça, on a une vénération du crâne, ça c'est certain, et ce qu'on appelait aussi le crâne surmodelé. Donc un crâne surmodelé, c'est quoi? C'est-à-dire c'est que c'est le crâne qui est nettoyé, donc après la mort, il va être décarnisé par des oiseaux ou nettoyé, et ensuite il va être plongé dans de l'argile, et donc il y a de l'argile à l'intérieur, une argile beaucoup plus épaisse, et ensuite on va avec de l'argile reformer les chairs du mort. Alors, pourquoi on vénère le crâne? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a bien sûr, le courant officiel qui va vous dire que ce sont le culte des ancêtres. Alors, le culte des ancêtres, moi, je n'adhère absolument pas à cette version. Pourquoi? Parce que nous avons retrouvé énormément de crânes de nourrissons, d'enfants, de jeunes adultes, d'adolescents. Donc déjà, le culte des ancêtres pour des nourrissons, ça me paraissait déjà assez invraisemblable. Mais maintenant, après, il peut y avoir plein d'autres raisons. Se dire, est-ce que ça venait du rang, est-ce que ça venait, du rang social de la personne. Là encore, un nourrisson, un rang social, ça paraît peu
déjà peu probable. Mais beaucoup d'archéologues ensuite sont revenus sur cette décision et dire que peut-être c'était en rapport étroit avec les sacrifices humains. Voilà. Il y a un endroit, une cité entre guillemets pré-agricole, qu'on appelle le School Building, et à cet endroit-là, il y a encore un hôtel où a subsisté très longtemps des traces de sang, animal ou humain, mais enfin, on a un hôtel sacrificiel. Donc, il y a plein de raisons, il y en a beaucoup d'autres qui font penser qu'on est face à des sacrifiés. Mais quand on sacrifie, on sacrifie pas au hasard. Donc là, ensuite, on peut pas parler de sacrifice d'ennemis. Pourquoi ? Parce que les crânes sont vénérés. Donc ça paraît pas très logique d'imaginer qu'on va vénérer le crâne de l'ennemi. Mais je pense que moi, alors vraiment j'abrège parce que c'est très loin. J'abrège et je vais dire simplement. C'est à trouver dans le livre, oui. Voilà, si on veut vraiment plus d'informations. Mais c'est intéressant, au même titre que des funérailles célestes, on apprend que à cette époque-là, derrière, c'est-à-dire les funérailles célestes, on apprend mais bien avant l'heure, au néolithique, notamment avec la tour de Jéricho, c'est-à-dire où on mettait les cadavres au sommet et on attendait que les oiseaux viennent manger les chairs des cadavres, etc. Enfin voilà, donc je l'explique longuement. Et voilà, alors pourquoi on est devant un sacrifice humain ? Parce que je pense que le crâne surmodé est complètement vénéré, mais ne sont pas vénérés tous les crânes. C'est-à-dire qu'il y a une très faible proportion de crânes surmodés par rapport au reste des crânes qui vont se retrouver dans les fosses publiques, on va dire. Donc voilà, donc ils sont vraiment particuliers, ils sont vénérés. Et l'accent est mis par exemple sur les yeux. Donc le reste, on voit pratiquement pas la bouche, le nez, tout ça, on s'en fiche un peu, mais on a les yeux soulignés par des coryces, des coquillages, des choses comme ça. Et est-ce que les crânes sont des dolicrânes ou de je ne sais quoi ? Ce ne sont pas des dolicocrânes, justement, la plupart du temps, même pratiquement à 99%, ce sont des brachycrânes, c'est-à-dire les tout premiers crânes qui vont devenir beaucoup plus petits. Et je pense qu'il y a un rapport direct, puisqu'on est l'émergence de ces crânes surmodelés, cette vénération pour les crânes surmodelés et notre changement de volume d'encéphalisation va coïncider. Donc je pense qu'il y a un rapport direct, c'est-à-dire que moi, c'est ma théorie, c'est ma façon de voir à moi, je pense qu'à ce moment-là, une main intelligente, une civilisation exogène peut-être, pour revenir au texte fondateur des Sumériens, aurait pu arriver sur Terre, vraiment s'implanter sur Terre et modifier notre génome humain. Et au moment où il va le modifier, nous allons être impactés physiquement. C'est-à-dire que notre crâne étant plus petit... et il n'y a pas que le crâne, il y a les yeux bleus qui apparaissent. Voilà. Et vous, parce qu'il nous reste peu de temps, donc voilà. Oui, il y a donc ce crâne qui devient plus petit, donc ça impacte la face qui va devenir un petit peu différente. Et on a ces yeux bleus qui vont apparaître au même moment. C'est-à-dire qu'avant, les humains avaient tous les yeux marrons, et qu'à ce moment-là, va apparaître le premier individu qui va avoir les yeux bleus, qui va à peu près au moins 10 000, pareil. Et je pense que tout ce changement va faire que ces premiers hybrides vont être tellement différents que les populations vont finir par aduler ces populations-là. Et je pense que les sacrifiés feront partie de ces premiers hybrides, peut-être peut-être parce qu'ils en avaient peur, peut-être parce qu'ils les haïssaient, peut-être parce qu'ils les adulaient, peut-être que tout à la fois. D'accord. Et voilà, mais ce changement-là est très certainement lié. D'accord. Donc, Akhenaton, si vous voulez savoir si c'est un extraterrestre ou pas, vous aurez qu'à lire le livre parce qu'on n'aura pas le temps d'en parler. Par contre, j'aimerais arriver à la fin de ce premier volume des 3 essais. Vous vous posez une question fondamentale. Comment les premiers sédentaires issus de cette hybridation, si vous avez bien suivi, c'est ceux qui avaient des crânes un peu gros, quoi. Oui. Considéraient-ils ces dieux ? Mettons-nous un instant à leur place. Imaginons l'arrivée et l'installation d'extraterrestres sur notre planète. Accepterions-nous, sans broncher, de les voir coloniser nos continents, notre espace aérien, de les voir modifier notre ADN à leur gré ?
comment percevrions-nous la visite d'êtres différents, dotés d'armes effrayantes, évoluant parmi nous comme si la Terre leur appartenait et maîtrisant une technologie 1000 fois supérieure à la nôtre, il est fort probable que tôt ou tard, nous nous rébellions. Je me dis, mais est-ce qu'on n'accepte pas en ce moment tout le truc génétique et est-ce qu'on n'est pas, nous, humains, en ce moment, sur cette Terre, en train d'accepter des choses que nos ancêtres auraient pu accepter, ou est-ce qu'on va devenir aussi des, comment vous le dites dans votre livre, on va résister? Alors, à l'heure actuelle, c'est difficile à dire parce que je pense qu'on n'est plus vraiment en phase avec tout ça, puisque le passé était vraiment très, très oublié. Mais je pense que quand on lira la fin de mon deuxième livre, on comprendra ces choses parce que je pense que l'enfouissement de Göbekli Tepe fait partie de cette résistance. C'est-à-dire que je pense que à un moment donné, les hommes, d'abord au départ, ont accepté d'être modifiés, d'être manipulés, d'avoir ces dieux. Mais je pense qu'à un moment donné, ils ont dit non. Par rapport à toutes les mythes, par rapport aux trouvailles archéologiques, plein de choses me font dire qu'à un moment donné, l'homme a dit ça suffit. Et là, je pense qu'il a, il y a eu vraiment un schisme à ce moment-là. Vraiment, l'homme est devenu un iconoclaste, c'est-à-dire qu'il a refusé ses dieux, et je pense qu'il lui aura fait la guerre. Je pense que vraiment, ça s'est très très mal passé entre eux. Voilà, mais là, je peux pas expliquer tout ça. Il faudrait le lire. On va attendre la deuxième et la troisième partie. Et votre film, alors dites-nous, il va bien être à Montpellier le 9 avril. Le 9 avril, voilà, il va être diffusé au CGR de Latte à Montpellier. Donc, à l'issue de ce film, il y aura un débat, donc où les intervenants du film seront là, ou presque tous les intervenants, parce que Pietro Buffa et Mauro Biglino ne peuvent pas venir, ça leur faisait trop loin, parce que ils n'ont pas pu venir. Et puis, je rappelle aussi que le 10 mars, Pascal Fechner donne donc aussi un événement au cinéma Saint-Exupéry de Marignane. Et là, j'expliquerai un petit peu tout ça aux côtés de Sylvie Joubert, qui est donc un docteur en sociologie, et on va vraiment expliquer un petit peu tout le phénomène OVNI, aussi bien dans le passé que dans le futur, et de savoir un petit peu tout ce qui peut concerner l'ufologie, aussi bien le néo-évémérisme que vraiment le côté philosophique de la chose, on va dire. Alors donc, ils ont enfoui ce temple pour nous le laisser découvrir en 1995, au moment où on est en train de refaire tout ce qui est génétique et tout. Je pense qu'à l'époque, ils ne s'imaginaient pas qu'un jour, il y aura des archéologues pour venir fouiller les décombres. Hein. Ça, je pense pas. Ah, vous pensez qu'ils l'ont caché, alors? Ils voulaient effacer toute l'ancienne religion, ils voulaient effacer les anciens dieux de la mémoire des hommes, pour les futures générations, qu'ils se soient oubliés. Moi, j'en suis persuadée. Mais c'était sans compter peut-être sur le noyau dur qui a continué à vouloir célébrer un petit peu tout ça et qui est parti se cacher dans les montagnes. Et là, j'en parle très longuement et qui va donner le peuple cassite. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on en fait, nous, de ces dieux qui réapparaissent comme ça? C'est la question qu'on peut se poser quand même, parce que s'ils ressurgissent, il faut quand même qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on en fait, nous, en 2018? Alors, exactement, là, pareil, dans les dieux civilisateurs, je parle justement de cette fameuse planète d'où viendraient les dieux. Nibiru. La fameuse Nibiru. D'accord. Et là, on est en train de redécouvrir une planète dans les confins de l'univers que les astronomes appellent la 9e planète. Elle est aux confins de l'univers. Est-ce que c'était celle-ci? Je n'en sais rien, mais chose est sûre, il y a quelque chose qui se passe aux confins de l'univers. Il y a une planète massive qui met environ 10 000 à 20 000 ans pour faire le tour du Soleil. Donc elle est très excentrée du Soleil. C'est pas moi qui le dis, ce sont les astronomes. Là, pareil, j'en parle très longuement dans mon livre Les dieux civilisateurs qui va paraître. Voilà, donc on aborde un petit peu le thème aussi dans le film. Bleuette, on va se quitter, mais j'espère qu'on se retrouvera dès que vous avez sorti le deuxième, parce que c'est passionnant, ça se lit vraiment facilement. C'est un livre qu'on peut emmener en plus dans son sac. C'est pratique, on peut le lire partout. Et vous retrouvez donc sur l'antenne d'IDFM, vous aurez les podcasts ou sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie. Bleuette Dio, La genèse de l'humanité. Où est-ce qu'on se le procure?
On tape votre nom. Essentiellement sur Amazon, sinon je les livre un petit peu aussi donc à la maison, dans certaines librairies ésotériques, comme par exemple Pégase de Bordeaux, voilà, des choses comme ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à vous. Au Merci revoir. beaucoup. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.